Bonsoir à tous. Dans ce webinaire Tandems, c'est le troisième webinaire que l'on fait. Et qu'est-ce que c'est qu'un webinaire Tandems? Un webinaire Tandems, c'est un webinaire dans lequel on se concentre sur des méthodes de recherche utilisateur. On vient prendre une méthodologie, on invite un expert de cette méthodologie pour vous partager toutes ces bonnes pratiques et pour vous montrer comment est-ce qu'il fait. Tout ça sur un exemple, un vrai exemple d'un vrai produit euh, qui se porte volontaire pour le webinaire pour voilà, servir de cobaye. Pour ce webinaire-ci, on va travailler sur l'analyse heuristique. Mais avant de vous en dire un peu plus, je vais vous parler un peu plus de Tandems. Donc Tandems, qu'est-ce que c'est? Tandems, c'est la plateforme de recrutement de testeurs pour tous vos besoins en recherche utilisateur. Nous, notre objectif, c'est d'aider toutes les entreprises à rencontrer facilement des utilisateurs, facilement et rapidement, pour leur permettre d'être réellement user-centered et récolter les retours de leurs clients et donc avoir de la matière de qualité pour améliorer leurs produits derrière ou concevoir leurs produits derrière. Mais j'en dis pas plus sur Tandems. Donc aujourd'hui, on va parler d'analyse heuristique. Ça paraît être un gros mot, mais en fait, l'analyse heuristique, c'est d'autres l'appellent la design review. C'est le fait de enfin, je vais laisser notre expert en parler un peu plus, mais c'est le fait de vérifier, de déceler grâce à une série de règles et de bonnes pratiques, de déceler les points d'amélioration d'un produit en UX et en ergonomie. Aujourd'hui, c'est Clément Reynard qui va nous en parler. Clément Reynard, il est fondateur et Head of UX de l'agence La Grande Ourse. Avant ça, donc il est issu d'études en sciences cognitives qui du coup sont vraiment un des outils, une des bases de l'ergonomie et de l'UX, ou en tout cas qui sont vraiment très utiles quand on en fait, au même titre que la psychologie ou les connaissances business, etc. Euh, il a aussi une longue expérience dans l'industrie où il a conçu et créé des produits et des outils très axés métier, donc des outils très complexes pour lesquels ses connaissances en sciences cognitives ont été très utiles. Aujourd'hui, il est donc Head of UX de l'agence La Grande Ourse et c'est un expert de l'analyse heuristique. Mais j'en dis pas plus et je laisse Clément se présenter. Donc oui, donc merci France du coup pour cette introduction. Avant de rentrer vraiment dans le sujet, je voulais juste prendre quelques petites minutes pour vous présenter un petit peu plus un petit peu qui on est à la Grande Ourse et qu'est-ce qu'on fait et finalement le lien avec l'activité d'aujourd'hui. Nous, en fait, à la Grande Ourse, on travaille vraiment, on est une agence qui est vraiment centrée en fait autour de l'expérience utilisateur, donc autour de l'univers de l'UX. Et on met vraiment un point d'honneur à travailler vraiment cette partie un peu scientifique, un peu en version analyse en fait de la partie ergonomie, qui pour nous est un des piliers vraiment structurants finalement de l'univers de l'UX. Donc ça c'est vraiment intéressant pour nous et ça nous permet vraiment de pouvoir travailler aussi bien sur de la conception, de la refonte de produits et de services et également sur de la formation. Donc toujours autour de ces pratiques-là en termes du X, du UI ou d'autres choses. Notamment autour donc, de 4 axes vraiment qu'on va travailler plutôt du coup à l'agence, qui sont vraiment toute la partie de design stratégie, donc qui regroupe la recherche en usage et la recherche utilisateur, plus toute la phase d'analyse qui en suit, dont la partie audit et la partie analyse heuristique. On a aussi toute la phase donc, de conception UX design, la phase de conception de UI et de direction artistique, ainsi que une phase aussi sur la partie UX writing qu'on travaille depuis quelques temps à l'agence. Et juste pour finir du coup la partie agence, on a mis en place 2 choses pour la communauté. La première étant vraiment un podcast qui est dédié à l'UX et vraiment du coup ciblé pour la communauté du UX designer, donc qui s'appelle Un poil du UX, que vous pouvez retrouver sur donc, toutes les plateformes proposant les podcasts. Sachant qu'on a eu un premier épisode qui était vraiment sur la partie plutôt atelier qualitatif à distance, comment est-ce qu'on peut les mettre en place et améliorer finalement sa recherche comme ça. Et un deuxième qui était donc avec France il y a peu de temps, sur vraiment la partie recrutement des tests et justement l'utilisation de la plateforme Tandems lors de ces recrutements pour les tests et pour de la recherche utilisateur. Donc, c'est vraiment centré autour de l'UX. Et un autre outil qu'on met aussi en place,
donc, qui s'appellent les cartes méthodologiques. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est vraiment donc, des cartes sur différentes thématiques qu'on va en fait mettre en place et ensuite proposer sur notre site ou sur Amazon, qui vont permettre justement de pouvoir se tenir à jour, continuer à expérimenter de nouvelles méthodologies, aussi bien en UX, sur toute la partie aussi psychologie des couleurs avec la signification de chaque couleur pour chacune des parties du globe. Mais également la toute nouvelle, donc, qui sont les cartes des activités UX Writing, qui sont le fruit de plusieurs années de recherche méthodologique sur comment mettre en place une vraie méthodologie autour de l'UX Writing, qui soit vraiment efficace en entreprise sans perdre de temps. Et donc, ça a été mis sur Ulule il y a 5 jours de mémoire. Voilà, donc, vous pouvez, n'hésitez pas à aller directement sur notre LinkedIn, vous pourrez retrouver tous les liens pour accéder aux différentes cartes méthodologiques. Voilà. Du coup, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Je voulais d'abord commencer, en fait, avant de rentrer sur la partie heuristique, règles ergonomie, déjà de faire un petit point sur juste le thème ergonomie, qui aujourd'hui est utilisé à droite, à gauche, de multiples façons. On écoute beaucoup dire du coup le fait de une ergonomie, ou alors ils ont retravaillé leur ergonomie, ils ont proposé une super nouvelle jolie ergonomie, etc. Alors, on ne peut pas dire ça. L'ergonomie, c'est un peu comme les mathématiques, la physique ou la chimie. On ne peut pas en fait dire une mathématique ou des physiques. C'est une science, donc c'est quelque chose qui va étudier certains phénomènes. Donc, voilà, c'est le principe, c'est de l'appeler l'ergonomie. Et c'est vraiment finalement l'ergonomie, c'est vraiment l'étude qui vise à caractériser la relation entre un être humain, donc un client, un opérateur, un usager, peu importe, en tout cas quelqu'un qui va pouvoir utiliser un système, et donc ce dit système ou cet outil ou ce produit. Donc c'est vraiment cette relation-là qui va être caractérisée par cette science, en sachant que ça s'inscrit évidemment toujours dans un contexte, dans un environnement, un lieu de vie, etc. Toujours dans le but de concevoir en fait des outils et des systèmes appropriés à l'usage. C'est vraiment le but de cette ergonomie-là, de cette science du coup qu'est l'ergonomie. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment notre rôle aussi à nous en tant que designer, finalement, d'éduquer du coup les gens sur cette partie-là. Et donc que l'ergonomie, c'est vraiment un ensemble de règles. C'est pas forcément que du bon sens. Il y a des règles, il y a des méthodes, il y a des lois. Et c'est vraiment une science qui est étudiée depuis très longtemps, qui à la base était vraiment centrée sur des choses plus physiques, qui évidemment est devenue quelque chose de digital depuis environ 20 ans. Avec beaucoup d'études qui ont été faites par des gens que vous connaissez sûrement tous et qui ont réussi justement à créer donc ces heuristiques. Une heuristique, on verra juste après du coup ce que ça va être, mais c'est vraiment une liste de critères, des règles en fait à respecter, à faire respecter pour avoir une bonne interface et un bon service. Là, c'était juste pour mettre un petit peu le contexte aussi, où finalement il y a un peu cette polémique qu'on écoute beaucoup, qui traîne beaucoup sur les différents forums de designers ou d'ergonomes, de justement ergonomie versus UX, comment ça se passe, etc. Donc, évidemment, chacun a un peu sa définition de l'UX, étant donné que c'est quelque chose qui est encore assez nouveau, qui englobe pas mal de choses. En tout cas, nous, à l'agence, on essaie vraiment de définir ça comme vraiment une partie, pas que intégrante de l'UX, mais en tout cas qu'on va pouvoir se servir en UX. Donc aussi bien la partie ergonomie qui va également prendre pas mal de choses à toute la partie sciences cognitives, donc tout ce qui est étude finalement des processus cognitifs de l'être humain, donc son fonctionnement en termes de réflexion, de compréhension, de mémorisation, etc. Mais ça prend aussi une part qui peut être assez importante d'accessibilité, bien évidemment, même si là aussi, il ne faut pas confondre ergonomie et accessibilité, qui sont vraiment des choses différentes. On a souvent tendance à mettre un petit peu tout ce qui va être accessibilité, handicap, etc. dans l'ergonomie. Ce sont en fait des choses qui vont être utiles en ergonomie, mais ça n'est pas englobé, en tout cas dans l'ergonomie. Et après, dans l'UX, évidemment, on va aussi retrouver toute la partie émotionnelle, marque et collaboration qu'on retrouve plus de règle générale. Mais c'était vraiment pour montrer finalement que l'ergonomie, c'était quand même une partie, en tout cas d'après notre vision. Ça fait quand même en partie un travail en fait dans l'UX. Il faut vraiment faire attention et travailler cette partie-là. C'est une des bases de la conception et de l'évaluation. Alors, donc, comme on le disait juste avant, aujourd'hui, on a beaucoup d'heuristiques qui sont sorties depuis les années début 90, pardon. Les heuristiques qui sont vraiment des critères, des règles qui sont mis en place via de nombreuses recherches par des gens dans différents pays, dans différentes régions du monde, qui ont fait des études sur justement comment adapter du coup des produits à l'homme et qui ont tiré du coup des grandes règles, entre 8 et 15 selon du coup les différentes personnes et les différents groupes d'études.
Aujourd'hui, les plus connus, on va dire, chez nous, même dans le monde, finalement, il y en a 3 vraiment qui ressortent, qui sont les plus utilisés ou les plus correspondantes aujourd'hui, en tout cas, aux nouvelles normes ou aux nouveaux usages du digital ou même de produits plutôt physiques ou industriels, comme finalement, ça peut s'intégrer du coup à toute interface de produits qui soit. La plus connue chez nous, c'est évidemment Bastien Escapin, donc, que vous devez tous connaître au moins de nom, sinon l'avoir déjà du coup appliqué, qui sont vraiment du coup la base chez nous en Europe et particulièrement du coup en France, qui ont commencé à être étudiés en 93 et qui sont toujours d'actualité avec des mises à jour qui sont assez récentes et qui continuent vraiment à faire parler d'eux. On a aussi donc Jacob Nielsen, qui est aussi une très connue, voire la plus connue dans le monde, qui est beaucoup utilisée, notamment côté Angleterre, côté États-Unis ou côté, je sais qu'aussi au Canada, donc à voir avec la personne qui vient du Québec aussi, ce que cette personne utilise. Mais je sais que j'ai pas mal de gens là-bas qui utilisent surtout Jacob Nielsen plus que Bastien Scapin. Qui sont globalement, ils sont similaires sur pas mal de points. Ils ont quelques différences, notamment dues en fait à l'époque qui les distingue, sachant qu'il y a eu beaucoup plus de mises à jour côté Bastien Scapin, en tout cas que Nielsen dernièrement. Et on a aussi un troisième qui est donc Colombo & Pash, qui est assez peu répandu encore, mais qui je pense, va grandir vraiment dans les années à venir. Et qui là, en fait, lui, ils ont vraiment pris comme particularité de base de dire en fait que finalement l'utilisateur c'est quelque chose qui va évoluer, c'est une personne qui va évoluer dans le produit, en dehors du produit, qui va être liée au produit par rapport à un flow, donc vraiment par rapport à un parcours, par rapport à des listes de tâches qui vont être faites par un utilisateur. Et c'est vraiment ça qu'ils vont plus prendre en compte au lieu de se focaliser, pardon, excusez-moi, uniquement sur un critère, une donnée, une chose, etc. Ils essaient de voir des choses qui sont beaucoup plus larges, qui vont pouvoir être beaucoup plus sur une durée, en fait, c'est sur le changement de comportement d'une personne et le changement de comportement d'une interface. Donc ça, c'est vraiment plus récent. C'est pas forcément toujours utilisé parce que comme c'est quelque chose qui est récent, qui n'a pas encore été traduit non plus de partout vraiment très, très bien, aujourd'hui, on se retrouve avec des versions qui n'ont rien à voir selon du coup, les pays dans lesquels c'est utilisé. Donc, voilà, on attend encore que les études de Colombo & Pash fassent un petit peu plus d'effet, qu'ils en montrent un petit peu plus avant d'être vraiment à 100% dessus. Mais en tout cas, ça a vraiment un bel avenir selon nous. Et donc, si on se concentre plus vraiment sur Bastien Scapin pour pouvoir entamer ensuite la partie, on va dire, pratique, vraiment dans des bons termes, vous allez voir, du coup, après, on va souvent donc, se référer aux différents critères finalement des heuristiques de Bastien et Scapin. Donc, comment c'est réalisé? Aujourd'hui, il y a 8 critères principaux qui sont eux-mêmes, dans la plupart des cas, redivisés en sous-critères. Donc, les 8 critères principaux qui sont donc le guidage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir amener la personne et l'inciter, on va dire, à aller dans les actions, l'inciter du coup à faire ce qu'elle aurait besoin de faire ou ce qu'on aura envie qu'elle lui fasse. C'est aussi ça un petit peu du coup l'UX, de pouvoir inciter du coup les gens. Donc ça, c'est vraiment le premier sous-critère. De pouvoir faire la distinction aussi entre les items, donc de pouvoir guider la personne dans sa compréhension de l'interface, dans sa compréhension aussi du parcours qu'elle va être amenée à faire. Donc ça, on peut soit grouper ou distinguer des éléments par une localisation ou par un format. Donc ça reprend aussi, il y a forcément des liens avec toutes les lois qu'on va retrouver en UX, les lois de proximité ou ce genre de choses, qui vont avoir évidemment un effet dans ces heuristiques de Bastien Scapin. Ils ne se basent pas sur du vent ou sur rien, ça se base évidemment sur des lois qui sont respectées en UX. On retrouve aussi dans cette partie de guidage tout ce qui va être autour du feedback immédiat. Donc, comment est-ce que montre la personne qu'il y a eu une action, qu'il y a un retour sur cette action qui est faite et qu'on puisse bien la comprendre. Et également en termes de lisibilité. Sachant que la lisibilité, là, on ne parle pas forcément de lisibilité juste en termes d'accessibilité, donc de se dire est-ce que les titres sont assez gros, etc. Mais est-ce que dans son ensemble, l'interface est lisible? Est-ce qu'elle est compréhensible? Est-ce qu'on voit en fait là où on va devoir aller? C'est surtout ça, en fait, l'aspect de lisibilité chez Bastien Escapin. Le deuxième, le plus gros critère, c'est la charge de travail. Donc vraiment, est-ce que finalement l'interface va être compliquée à ingérer côté utilisateur? C'est-à-dire qu'elle va faire vraiment réponse autour de la partie brièveté. Donc, est-ce qu'on a une concision qui est assez intéressante sur l'interface, qu'on soit du coup en termes d'interaction, qu'on soit en termes de texte, qu'on soit en termes d'image. En gros, est-ce qu'on n'en a pas du coup plein la vue tout le temps sur des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt pour l'utilisateur? Pareil pour la partie action minimale, c'est-à-dire que c'est vraiment donner du coup le minimum de choses qui sont possibles à faire à la personne, qui lui permettent de faire ce qu'elle a envie ou ce qu'elle a besoin, sans forcément lui donner 12 000 façons du coup de le faire ou 12 000 actions qui vont potentiellement porter préjudice finalement à sa compréhension. Et on a également la partie de densité informationnelle, c'est-à-dire
là aussi, de donner vraiment ce qu'on a du coup devoir à donner. La forme, il faut qu'elle corresponde à ce que la personne attend et à ce que le cerveau peut aussi ingérer. Simplement parce que si on donne trop d'informations, même si elles sont très intéressantes et dans un format qui va être beaucoup trop large, qui va donner des choses dont on n'aura pas besoin, bah, finalement, la personne, on va lui donner beaucoup plus d'infos, elle ne va pas vraiment ingérer les choses et finalement, bah, ça ne va pas matcher entre le processus cognitif de la personne et ce qui est proposé sur l'interface. Ensuite, on a aussi toute la partie de contrôle explicite, c'est-à-dire est-ce que les actions sont explicites, est-ce qu'on comprend du coup ce que les actions vont faire avant de les faire, est-ce qu'elles vont bien nous emmener là où on a envie qu'elles nous emmènent. Et enfin, le contrôle utilisateur, c'est-à-dire est-ce que l'interface va pouvoir me donner le contrôle en tant qu'utilisateur, que je vais pouvoir bien comprendre ce qui va devoir être fait, que je puisse avoir l'option d'arrêter une action qui est en cours, de pouvoir la modifier, etc. Vraiment, c'est moi qui contrôle en tant qu'utilisateur et ce n'est pas la plateforme qui me contrôle. Ça, c'est très important, surtout aujourd'hui avec les tonnes de solutions qu'on trouve justement online. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est vraiment un des critères qui fait que les gens arrêtent d'utiliser une solution par rapport à une autre. Après, on trouve aussi la partie d'adaptabilité. Est-ce que l'interface et le service est flexible? Donc, est-ce qu'il peut s'adapter par rapport à moi en tant qu'utilisateur? Et aussi la partie de prise en compte de l'expérience de l'utilisateur. Là, on ne parle pas d'expérience utilisateur, mais vraiment l'expérience qu'a l'utilisateur sur le domaine ou sur l'interface. C'est-à-dire peut-être d'avoir des options qui vont pouvoir refléter le niveau d'expérience de la personne dans tel ou tel domaine. Est-ce que ça va être un expert ou quelqu'un qui va être beaucoup plus junior sur la thématique? Donc, d'accompagner ces gens-là différemment, de proposer des choses différentes pour que là aussi la personne comprenne que le service s'adapte bien à elle et non du coup l'inverse. On a la gestion des erreurs qui est une des plus connues aujourd'hui en termes d'heuristique, qui vraiment a but de protéger contre les erreurs, c'est-à-dire de pouvoir éviter que la personne fasse des erreurs. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme procédé sur l'interface pour qu'elle en fasse le moins possible, donc la prévenir en amont, faire des messages du coup en temps réel, ce genre de choses. On a aussi un travail sur la qualité des messages d'erreur, donc en termes de texte, en termes d'apparition, en termes de code, faire en sorte que la personne voit bien qu'il y a un message d'erreur qui apparaît au bon endroit avec le bon message. Et enfin, de permettre à la personne de pouvoir corriger ses erreurs facilement, donc de comprendre là où se situe l'erreur, qu'est-ce qui doit être fait et comment est-ce que je peux la corriger facilement sans avoir à revenir à une étape précédente ou de devoir naviguer en effet ailleurs dans le produit. Et après, on a également 3 autres qui sont l'homogénéité et la cohérence. Donc, faire en sorte que durant toute expérience d'une personne, durant tout son parcours sur un produit, on retrouve une homogénéité sur ce qu'on va lui demander, sur les différentes tâches, sur les différents composants d'interface et également une cohérence en surplus. On aura aussi toute la partie donc, de signifiance des codes et des dénominations. Là, c'est vraiment faire en sorte que tous les codes qui vont être utilisés, par exemple un code graphique par exemple, pour montrer qu'un élément est interactif, soit bien repris de partout sur tout l'applicatif, ou alors sur un format pour un titre ou ce genre de choses. En tout cas, c'est faire en sorte qu'un code soit repris de partout sur l'interface. Et pareil pour les dénominations, qu'on appelle un chat, de commencer à avoir un wording pour quelque chose. On va garder ce wording-là, on ne va pas le changer. Donc, c'est principalement du coup de la signifiance, cette partie-là. Et enfin, la dernière qui est la compatibilité. Donc, de faire en sorte que le produit et que l'interface soient compatibles avec l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment faire en sorte que ce soit compatible par rapport à ses processus cognitifs, par rapport à ses besoins, par rapport aussi au temps d'usage ou par rapport au support d'usage, qu'on soit sur un ordinateur ou sur un téléphone, ce genre de choses. C'est vraiment faire en sorte que ça corresponde bien à la personne, à son environnement et à ce qu'elle doit faire en fait. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous voulez déjà faire une petite session de questions avant qu'on rentre vraiment dans la partie pratique. Je ne sais pas si France, tu veux qu'on fasse ça ou si tu préfères qu'on fasse tout à la fin en termes de questions. Eh ben, en fait, là, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat. Ok, très Et du bien. coup, en fait, je pense que ça peut être alors le coup, avant de passer à la suite, de déjà y répondre parce qu'elle me paraît bien à poser en amont. C'était une question de Farah. Je ne sais pas si tu veux la poser toi directement, la formuler à l'oral. Salut. Alors Bonjour. j'ai des petits problèmes de micro et de batterie, donc je suis pas sûre de pouvoir. Mais bon, je peux la poser. Je pense que Clément y a répondu en partie. Je te demandais en fait comment choisir entre les différentes normes heuristiques et notamment la notion, parce que tu mentionnais des dates. Tu as un Mhm. peu répondu. J'imagine que c'est une histoire un peu comme les vaccins, quoi. Faut attendre que ça fasse un peu ses preuves. Mais du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut choisir, quelles sont les différences entre les différentes heuristiques?
Ouais, alors pour ça, c'est pas toujours simple. Il n'y a pas forcément il n'y a pas une réponse ou en mode, il n'y a pas un critère qui va se dire, ah bah tiens, dans ce cas-là, je vais choisir Nielsen plutôt que Bastien Scapin. C'est déjà comment est-ce qu'on va être à l'aise avec ces différentes heuristiques. Une fois qu'on les a bien compris, qu'on les a bien assimilées, qu'on les a pu les tester aussi nous-mêmes sur différentes choses, il y en a qui vont nous paraître, on va dire, plus simples à retenir et à continuer en fait d'appliquer, notamment sur Bastien Scapin et Nielsen, qui sont quand même assez proches en règle générale. Après, pour toutes les autres, donc Colombo Patch, on va être plutôt sur vraiment, là, on va tester plus de l'expérience que uniquement de l'ergonomie. Et on va être sur des choses où il y a vraiment un parcours à tester avec un ensemble de tâches, avec un fil conducteur, dans un flow où là, on pourra plus facilement en fait, se projeter avec Colombo Patch. C'est vraiment fait pour ça. Donc, on n'ira pas tester sur du Colombo Patch sur un site internet ou même sur un parcours de vente qui a un seul but et précis avec un seul chemin, mais plutôt vraiment sur un flow, donc sur des choses qui vont être plus métier sur du court terme ou ce genre de choses. À côté de ça, toutes les normes ISO, elles vont pouvoir être finalement partout, mais il y aura des choses qu'elles ne vont pas prendre en compte. Elles vont être plutôt portées sur des choses d'accessibilité, sur de la dénomification. On va être obligé du coup de pouvoir prendre certains termes, etc. Il y a des choses qu'on ne verra pas du coup dans les standards ISO, d'où l'importance pour moi en tout cas de quand même garder les principales qui sont Nielsen et Bastien Scapin. Et après, les deux nouvelles avec les noms du coup un peu différents Arupainen, pardon, je ne sais jamais le prononcer, qui là, c'est quelque chose qui sont beaucoup plus récentes, qui ont été beaucoup moins testées également, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont moins utilisées du coup dans la communauté. Et pareil du coup pour la sixième, qui sont beaucoup moins utilisées. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de critère pour se dire tiens, je vais utiliser plus Nielsen plutôt que Colombo Patch, mais juste vraiment de trouver quelque chose avec laquelle on est à l'aise, qu'on arrive vraiment à comprendre, à pouvoir interpréter, à pouvoir les apprendre également pour pouvoir ensuite proposer ces évaluations ou les garder aussi en tête pour la conception. Voilà. Et après, en termes de date, en fait, il n'y a pas forcément de prescription, on va dire, par rapport aux dates, tout simplement parce qu'aujourd'hui, certes, les usages évoluent. C'est pour ça qu'en fait, ils mettent à jour aussi un petit peu pour correspondre plus aux usages du moment. Par contre, tout ce qui va être processus cognitif, eux, en fait, ils ne vont pas forcément évoluer. Du moins, ils n'ont pas évolué depuis les années 90. On réfléchit quand même de la même manière, on va pouvoir interagir d'une manière similaire, malgré qu'on écoute beaucoup le fait qu'en effet, nos cerveaux changent, etc., etc. En fait, finalement, nos flux et nos processus cognitifs ne changent pas tant que ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une étude de 90 sur un outil digital aura les mêmes résultats quasiment que si en fait on la faisait du coup aujourd'hui, à 85% du coup en moyenne. Ce qui fait que ce qui va vraiment changer, c'est vraiment des choses en termes d'environnement, en termes de temps d'utilisation ou de temps de concentration, comme on va beaucoup utiliser maintenant des outils directement, soit dans le métro ou même du coup dans le bus ou en marchant, etc., qui sont vraiment des temps différents où avant on était vraiment sur son ordinateur, on était sur un temps qui était beaucoup plus long d'utilisation et avec beaucoup plus également de choses à devoir gérer entre le clavier et la souris, où là on peut être sur un téléphone où finalement c'est plus simple en termes d'interaction pour des gens en tout cas qui sont habitués. Donc c'est pour ça en fait qu'ils font des mises à jour. C'est pour ça aussi que c'est bien de mélanger avec d'autres critères qu'on pourrait un petit peu nous-mêmes s'approprier. Donc, je sais que dans l'agence, on en a posé quelques-uns d'autres critères autour des critères notamment du X autour de l'éco-conception ou autour de l'e-commerce pour en fait après intégrer et venir modifier un petit peu les critères Bastien Scapin ou Nielsen ou Colombo Patch pour en fait venir les agrémenter de nouveaux critères qu'on pourrait mettre en place qui pourraient correspondre à des normes qu'on devrait attendre aujourd'hui en UX ou en ergonomie sur des parcours de vente, sur de l'éco-conception, sur des outils SaaS dans un domaine spécifique et sur un temps d'usage et sur des supports comme le mobile qui vont être différents de ceux qui étaient étudiés avant. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Farah. Ça répond tout à fait à ma question. Merci. Super. Super. Dans le chat, il n'y a pas d'autres questions. Et donc, du coup, je te propose, Clément, qu'on passe à l'étape de pratique tout de suite. Parfait. Oui, il y avait juste une slide que j'ai oubliée, mais en gros, c'est juste pour dire en effet que toute la partie heuristique, aujourd'hui, on peut l'utiliser aussi bien dans la partie analyse, donc avec une analyse heuristique ou un audit ergonomique, et également, et c'est important de le rappeler, également dans la partie de conception, d'avoir toujours en tête du coup toutes ces notions-là pour pouvoir du coup faire quelque chose qui va performer en termes du X et de pouvoir remettre en question son travail en fait de manière constante, ce qui est hyper important aujourd'hui pour un UX designer, de pouvoir remettre son travail en question. Et un moyen de s'élever un petit peu, c'est justement d'avoir en tête finalement ces différents critères des différentes heuristiques. Voilà pour la petite aparté. Mais en effet, voilà, pour la mise en pratique, donc on va travailler vraiment sur la partie Bastien et Scapin.
sur un produit, donc un produit SaaS français, qui est représenté aujourd'hui par Alexandre, donc il va nous en dire un petit peu plus. Ça s'appelle Good Steps et c'est une plateforme qui va permettre en effet de pouvoir mettre en action, créer des plans d'action vraiment pour améliorer ces stratégies un petit peu RSE, écologique, etc. Mais bon, je pense qu'on va laisser Alexandre en parler pour un petit peu plus expliquer le concept et la plateforme. Merci beaucoup Clément. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Merci à Tandems et à France pour l'invitation. Je vais vous parler en 2 minutes de Good Steps, qui est le produit qu'on est en train de construire avec mon cofondateur et CTO François qui est avec nous sur le call ce soir. La genèse de Good Steps, elle part du constat suivant, qui est qu'aujourd'hui, il y a une volonté vraiment sincère et grandissante parmi les professionnels et les dirigeants d'entreprise d'améliorer l'impact environnemental et social de leur entreprise. Mais la plupart du temps, en fait, ces professionnels ne savent pas du tout par où commencer. Le sujet de la RSE reste flou, il n'est pas prioritaire parce qu'il ne fait pas partie du cœur business. Ça coûte de l'argent et généralement, ils n'ont pas les bons outils pour organiser cette démarche. Alors, on s'est dit qu'il y avait une opportunité et c'est pour ça qu'on a créé Good Steps pour permettre donc aux entreprises de s'emparer du sujet de l'impact positif tout en n'étant pas du tout experts du sujet et donc en construisant une plateforme qui leur permette de passer à l'action et de rendre la RSE plus simple et plus accessible et plus efficace. Donc, on a construit un petit produit SaaS qui est encore aujourd'hui assez naissant. Et donc, dans le SaaS, l'expérience utilisateur, l'UX, c'est très important. C'est pour ça qu'on est ravis de se prêter à l'exercice ce soir et donc de se faire un peu disséquer par notre ami Clément, à qui je vais laisser la main sur notre plateforme pour qu'il vous montre un peu tous les progrès qu'il nous reste encore à faire afin de devenir parfaitement holistique et heuristique. Et voilà, si vous vous demandez sinon pourquoi il y a une baleine derrière moi, c'est parce que je suis dans la chambre de mon fils. Et sinon, je vous laisse la parole à Clément. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais juste expliquer très rapidement qu'est-ce qu'on fait concrètement sur la plateforme? Quelles sont les actions qui sont faites pour qu'on puisse comprendre vraiment le… Absolument. Alors, très concrètement, Good Steps aujourd'hui, comme tu l'as dit Clément, ce sont des plans d'action clés en main qui vous permettent donc de vous emparer de certains sujets, comme par exemple des thèmes comme la mobilité, le zéro déchet, les économies d'énergie, etc. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez favoriser le lancement d'un plan de covoiturage dans votre entreprise, concrètement, comment vous vous y prenez? Donc, on va vous fournir un plan d'action clé en main qui va vous permettre de l'appréhender, de l'évaluer et de collaborer en équipe pour pouvoir l'exécuter et faire que cette théorie devienne rapidement de la pratique et de construire des petits outils qui vous rendent la vie facile et efficace autour de ça et bien sûr de pouvoir mesurer vos résultats concrets une fois que vous êtes passé à l'action. Voilà, c'est ça là un peu la philosophie du produit. Super. Merci Alexandre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la présentation pour passer directement sur la plateforme. Est-ce que mon écran est bien visible là aussi sur la plateforme Good Steps? Ça m'a l'air bon. Ok, parfait. Donc, juste pour expliquer du coup vraiment qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on débute une analyse heuristique. Déjà, ce qui est important à dire, c'est quelque chose qui ne se fait pas toujours seul. En fait, on a souvent un petit peu le biais de se dire, écoute, je suis du coup expert en UX, je vais le faire tout seul. Aujourd'hui, quand on fait une étude heuristique, on a tendance à finalement relever 60 à 70% en étant seul des problématiques qu'on pourrait trouver sur une interface. L'intérêt, c'est d'être toujours, on va dire, 1 plus 1 second qui va passer pour faire de la relecture et repasser sur l'interface pour là, en fait, pouvoir combler 15 ou 20% du coup de plus, donc pour arriver sur du 80-90% in fine en termes de problématiques vues sur l'interface. C'est un petit peu comme pour les tests utilisateurs, plus on a d'avis finalement, plus on arrive à rencontrer le maximum de problématiques. Donc là, déjà, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que chacun a un petit peu sa façon de faire en termes d'heuristique. Des gens qui vont avoir toujours la grille sous les yeux et on va dire et commencer avec la grille, de se dire d'abord on va regarder le critère numéro 1, guidance. Après, on va regarder le numéro 2, le numéro 3, etc.
Ça va dépendre des gens, de leur mode de réflexion aussi, etc. Moi, je sais que de mon côté, je suis plutôt en mode analytique, c'est-à-dire de plutôt passer en revue un écran avec les différents critères et ensuite continuer sur tout le reste du parcours. Ça permet comme ça d'être vraiment du coup complet finalement sur les critères. Après, ça dépend vraiment du coup des personnes. Chacun a sa propre façon de le faire. Mais en tout cas, pour dire voilà, comment je vais mettre le trait du coup moi aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par, on va dire, décortiquer les différentes parties de l'interface, donc le tableau de bord qu'on a sous les yeux en premier. Et après, on ira dans les différentes catégories. Juste petite remarque aussi, en temps normal, pour faire un audit complet sur une plateforme comme celle-ci, il nous faut en général presque une journée, du coup, on va dire entre 5 et 8 heures de travail pour faire l'analyse complète d'un service comme ça. Donc là, vous imaginez bien qu'en va en passant 25 minutes, une demi-heure dessus, ça va être beaucoup plus restreint. Donc on va vraiment se contenter des grandes choses, des grands axes dans les plus grandes parties, on va dire, de l'interface. On n'ira pas gratter du coup de partout parce que simplement, on n'aura pas le temps. Et pareil aussi, quand vous avez du coup, la chance d'avoir un client qui est présent avec vous, comme aujourd'hui avec Alexandre, n'hésitez pas là aussi en fait à poser des questions au maximum s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que ça peut avoir un impact aussi finalement sur votre restitution de l'audit ou de l'analyse heuristique. Donc, on a déjà fait un petit tour avant avec Alexandre il y a quelques jours pour un petit peu que je puisse comprendre les différents tenants aboutissants d'interface pour pas du coup justement passer trop de temps du coup là-dessus. Donc, grosso modo, on arrive au début sur un tableau de bord. Et en fait, quand je regarde par rapport aux heuristiques de Bassin-Scapin, quand j'arrive sur la partie tableau de bord, finalement, j'ai un premier problème qui vient du coup du guidage, dans le sens où pour arriver ici, j'ai pu avoir un premier speech de la team de Bootstrap qui va m'expliquer du coup comment le fonctionnement finalement de la plateforme. Après, j'ai juste la création de compte. J'arrive directement ici et finalement, je n'ai pas forcément d'introduction ou d'onboarding sur le produit. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour en fait amener deux choses? Donc, évidemment, amener du guidage et aussi éviter la surcharge en termes de travail, en termes de charge mentale de travail. Tout simplement parce que même si l'interface n'est pas très fournie en fait ici, finalement, le fait de découvrir une première interface sans la connaître sur un domaine qu'on ne connaît pas forcément non plus très bien, sans savoir finalement quoi faire dès le début, on peut vite être totalement perdu. Et là, ça peut être le cas et on peut créer en fait une fausse charge de travail. Ce qui fait que là, ça peut être vraiment intéressant pour travailler sur cette partie de guidage, donc le premier critère de Bassin-Scapin, de vraiment d'amener en fait un onboarding, soit en format de step by step, ou même en format juste d'une petite vidéo ou d'un petit texte qui va me dire en fait voilà, bienvenue sur la plateforme, qu'est-ce que je vais devoir faire tout de suite, qu'est-ce qu'on me recommande de faire. Soit je vais pouvoir créer un premier plan d'action, soit je vais pouvoir directement en rentrer un à la main si j'en ai déjà un que j'ai commencé avant d'arriver sur la plateforme, ou sinon d'aller voir la partie communauté, de trouver autour de moi des gens qui travaillent déjà sur des problématiques autour, en effet, soit du covoiturage, soit autour de l'énergie ou autres domaines, autour de l'écologie ou de la RSE. Mais en tout cas, ça pourrait être bien d'apporter cette chose-là à travers un onboarding ou à travers en tout cas un guidage. Notamment que c'est un choix qui est quand même très important finalement et on n'a aucune idée de ce qui nous attend derrière en plus. Donc, c'est vraiment important d'avoir un guidage. À côté de ça, par contre, on a une bonne concision dans le sens où on n'a pas trop de choses du coup sur ce tableau de bord pour une première arrivée. Donc, voilà, c'est un peu ambivalent avec la première chose qui était en effet qu'on a justement pas assez de choses. Mais après, les cartes elles-mêmes, etc., on a une bonne concision dans l'ensemble de l'interface qui est plutôt une bonne chose. En termes si on regarde aussi en termes si on devait un petit peu scanner, on voit aussi qu'on a un panneau du coup latéral ici où finalement on retrouve toute notre activité en tant qu'utilisateur sur les différentes choses qu'on a fait. Là, la première chose qui vient en fait à l'esprit quand on lit aussi là, la partie Bassin-Scapin, c'est qu'en fait on a une forte densité informationnelle, on a beaucoup de choses sans savoir vraiment quoi en faire. C'est-à-dire qu'en fait, on va augmenter la charge de travail, la charge mentale, mais finalement pour quelque chose dont on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va en faire de cette partie activité, de toutes ces interactions qu'on va avoir dans les cartes, des boutons, etc. Et donc finalement, ça manque un peu de flexibilité, donc un autre critère de Bassin-Scapin. Et cette partie de flexibilité permettrait finalement de se dire, OK, les activités que j'ai ici, est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes? Pour qui elles sont pertinentes? Est-ce que je l'affiche tout le temps? Est-ce que je ne l'affiche pas tout le temps? Est-ce que c'est quelque chose que je peux rentrer ou faire afficher comme je veux? Et finalement, c'est quelque chose qui serait intéressant pour ce panneau-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui en aura besoin tout le temps. Et donc, du moment qu'on a cette réflexion-là, en termes de Bassin-Scapin, ça veut dire que cette chose-là n'est pas obligatoire d'être affichée en continu. Donc, globalement, ça, c'est un des problèmes qu'on peut trouver sur l'interface, pour moi, par rapport à l'analyse de Bassin-Scapin. Et après, on a aussi le fait, en effet, que, comme on le voit là, on a des actions qui sont genre copier le lien ici à chaque fois, sans là aussi savoir vraiment ce qui se passe derrière. Donc, on a un petit problème d'action explicite. Et là, on a aussi un bouton donc, qui est vert,
qui est vraiment un bouton, mais qui va avoir un texte qui va être très long et qui va en plus ne pas être facile à comprendre, sachant qu'on a validé la mise en place ou non du forfait mobilité durable. Donc là, on a une négation en plus dans la question, ce qui fait que finalement, on manque de concision et on manque d'action explicite. Et donc là, une des choses qui pourrait être faite pour régler ce problème-là sur l'interface serait potentiellement de diviser en 2 actions lorsqu'on passe la carte en over, plutôt que d'avoir un grand bouton qui finalement n'en dit pas long, et on a plus l'impression que c'est un tag, même plus qu'un bouton en termes de code et de signification. Sur la partie gauche, on a donc cette fameuse navigation verticale, latérale, où on va retrouver finalement 3 blocs qui sont plutôt bien du coup différenciés. Donc, on a une partie haute, une partie vraiment de navigation, on va dire globale, et enfin une autre navigation qui est ici. Et donc, si on regarde là aussi par rapport à ce qui est proposé chez Bastien Escapin, on a une bonne localisation et un bon format finalement de cette navigation dans la partie identification, dans le guidage, dans la partie groupement. Ça, c'est une bonne chose. On a aussi un bon feedback, vu qu'on voit directement qu'on est sur le tableau de bord, il est éclairé, donc ça, c'est très bien. Par contre, là, on a un peu plus des petits problèmes, on va dire, qui peuvent popper. C'était notamment autour du over. Par exemple, là, en effet, on passe en over bibliothèque et communauté. Ça a la même tête que finalement si on avait cliqué dessus. Ce qui va poser des problèmes en termes d'interaction et qui, en plus, ne reflète pas la même chose. On en a un qui doit refléter un état, l'autre qui reflète une action possible derrière. Donc, on doit vraiment avoir 2 choses différentes pour bien faire comprendre qu'on est sur du over, qu'on a des choses qui va être cliquable et qui va amener à quelque chose. On a aussi un petit problème, selon du coup, la grille de Bastien Escapin, en termes de signifiance des dénominations, notamment sur la partie bibliothèque et sur la partie communauté. Aujourd'hui, ce sont des termes qui sont très utilisés de partout, notamment bibliothèque, pour plein de choses, en termes de composants, en termes de livres, ça peut être vraiment plein de choses. Et finalement, ça n'apporte pas de l'information qui va être derrière. On a juste bibliothèque, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Pareil pour la partie communauté. On vient juste de s'inscrire, on parle de communauté, sachant que je n'appartiens pas à une communauté spécifique, à part celle peut-être de mon entreprise ou d'autres communautés du coup derrière. Mais en tout cas, là, en termes de code et de signifiance, on n'a pas du coup forcément les bonnes choses qui sont appropriées à ce qu'on va attendre du coup derrière. On a aussi un autre petit problème qui est sur le menu contextuel. Donc ici, on a 3 petits points. En général, ce n'est pas forcément un code qu'on va retrouver. Donc là, on a un problème de code et on a aussi un problème de compatibilité. Tout simplement parce que ce n'est pas un code qu'on va retrouver à cet endroit-là pour ce type d'interface, et en termes de compatibilité, parce que là, on est sur un format ordinateur. Sur les formats ordinateurs, en général, on n'a pas du coup ce genre de petits menus, ou du moins pas sur une navigation principale. Et derrière, en plus, ça amène des choses comme pour voir mon compte, employé, entreprise ou la déconnexion, qui sont des choses qui sont attendues, qui permettent d'apporter aussi de la sécurité à l'utilisateur. Si par exemple, on va être sur une navigation haute, sur un menu haut, etc., où on s'attend à voir ces choses-là. Là, le fait de ne pas les avoir et de les cacher, finalement, on n'est pas compatible, on n'est pas flexible, et en plus, on casse un code qui est apporté plutôt sur du mobile. Donc là, pareil, plutôt préféré d'avoir une bande haute, ou alors d'avoir quelque chose dans une navigation, ou d'avoir un bouton qui permet d'accéder à ces sous-menus-là, mais en tout cas, éviter de les cacher avec un code mobile. Et enfin, on a aussi un petit souci de cohérence. Donc, une fois qu'on a ouvert ces petits 3 petits points, là, on voit du coup qu'on a du coup la fiche Mes employés, donc qui ouvre une page. On a aussi Entreprise qui ouvre une page du coup à droite. Et on a à côté Mon compte qui, lui, par contre, ouvre une pop-in. Donc, ça veut dire qu'avec une action qui est toujours la même action, finalement, on va apporter une réponse différente. Ça, concrètement, c'est un problème de cohérence dans la partie Bastien Escapin, qui vient en fait du fait que simplement on fait un style d'interaction, on s'attend toujours à avoir finalement le même feedback sur l'interaction qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire qu'on m'a appris que finalement je cliquais dans un bloc du menu, on m'ouvre une page, je m'attends qu'on m'ouvre une page, là on m'ouvre quelque chose où en plus je n'ai pas forcément de bouton retour, etc., ou du moins qui est caché sous le bouton annuler. On a d'autres problématiques, ce qui fait qu'il y a un autre apprentissage qui va devoir être qui va devoir être fait par l'utilisateur, qui va en plus ne pas être répétable dans toute l'interface, donc ce qui est dommage. Donc là, c'est vraiment un critère aussi qui est important, toute cette partie de cohérence dans l'interface, mais vraiment très global, même en termes de comment est-ce qu'on affiche les choses selon ce que la personne fait comme action juste avant. Et sur cette partie dashboard, après, par contre, là, on trouve une bonne lisibilité sur chacun des 2 blocs, dans le sens où on a plutôt une bonne hiérarchie d'informations, avec à chaque fois un titre qui est reconnaissable directement, une description qui va être lue ou pas lue, mais en tout cas qui est présente et qu'on sait que c'est une description, et enfin un bouton. Même si le bouton, là par contre, en termes d'accessibilité et en termes de lisibilité, on est
à la limite, comme en effet le fait d'avoir un fond vert plus un texte blanc, on passe pas vraiment du coup les critères, cette fois-ci, donc d'accessibilité et de contraste. Donc ça peut poser des problèmes, notamment pour certaines personnes qui auront des difficultés de lecture et sur des petits écrans. Donc ça, c'était vraiment pour la partie nav principale et tableau de bord. Si après, on commence un petit peu à creuser dans l'ensemble de l'interface, on peut notamment se rendre, donc on va faire un petit peu les grandes parties de l'interface. On va se rendre d'abord dans bibliothèque. Là, on va comprendre vraiment qu'en fait, il s'agit d'une bibliothèque de plans d'action. Donc, des actions qui sont prévues du coup pour moi dans ce qu'on envoie. Donc, on arrive bien à capter qu'il y a différentes choses dans la page, qu'on a du coup un ensemble, on imagine être donc des catégories. Ensuite, on a du coup des premières actions qui vont être des actions qui nous sont recommandées comme c'est indiqué au-dessus avec différentes actions à l'intérieur. Et après, vraiment la liste de toutes les actions. Donc, la première chose qu'on peut dire par rapport à Bassin Scapin, donc il y a des choses positives, notamment sur là, enfin, on retrouve donc le bon terme, c'est-à-dire qu'on est bien sur bibliothèque d'action, on contextualise, on met donc les bons codes et la bonne signifiance des mots vraiment sur ce qu'on va chercher. On a aussi le fait qu'ici, on a 7 catégories, ce qui est du coup correct dans le sens où aujourd'hui, en termes de mémoire, en termes de mémorisation, si on doit être compatible avec les processus de mémorisation d'un être humain, en effet, là, on est bon, vu qu'en général, on est dans la moyenne de 6-7 items non logiques qui sont reconnus par quelqu'un. Donc là-dessus, on est bon aussi. Après, il y a des choses qui sont un peu dérangeantes quand même par rapport à Bassin Scapin toujours, c'est le fait qu'en effet, on voit bien que le tout, il est sélectionné parce qu'on a un anneau qui est dessus. Par contre, c'est le seul élément qui va changer, c'est juste cet anneau-là. Ce qui fait qu'on est quand même assez limite là aussi en termes de lisibilité, de compréhension et de flexibilité. Là où, par exemple, le texte ne change pas et l'image dedans ne va pas du coup non plus changer. Ce qui fait que si je prends énergie, il n'y a vraiment que le tour qui change. Et en fait, on peut vite passer du coup à côté. Et on a cette même problématique qu'avant. On a aussi le hover qui va être la même chose que l'état sélectionné. Donc pareil, là aussi, en termes de guidage, on n'a pas du coup le bon état / action qui va être mis derrière. Après, ce qu'on va aussi retrouver, c'est qu'on va avoir un problème de guidance, j'y arrivais, avec le petit moteur de recherche. Tout simplement parce que dans la partie guidance, on a toute la partie de groupement des items entre eux, soit par format, soit par localisation, qui doivent être groupés, soit par, en effet, parce qu'ils vont avoir un lien entre eux ou ils vont correspondre à la même chose, à la même fonctionnalité du coup derrière. Là, finalement, cette partie de recherche, elle est mise dans un espace qui est en général réservé à de l'action secondaire ou réservé à de la navigation. Et finalement, on la détache totalement de la partie fonctionnelle. On pourrait dire que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être totalement global en fait, à l'ensemble du service. Mais pour autant, quand on est sur un tableau de bord ou dans d'autres écrans, on perd en fait ce moteur de recherche-là. Donc, c'est vraiment quelque chose, en tout cas ici, qui est vraiment lié finalement à ces actions-là. Donc, on a un souci en termes de guidance et il devrait être beaucoup plus proche de la partie action, ou du moins même d'être mis à gauche ou amélioré par un wording ou par un indice, mais en tout cas être mieux guidé en fait à travers son utilisation. On va aussi retrouver quelque chose qui est plutôt bien, ce qui est la partie vraiment pour bien débuter, voici nos actions recommandées. Tout simplement parce que potentiellement là, on n'a jamais eu avant d'aide pour arriver du coup là-dessus. Et on peut avoir une charge de travail qui peut être très élevée sur cet écran. On a du coup des différentes catégories, on a différentes cartes avec différentes couleurs, avec différentes icônes, avec différents textes dessus et avec beaucoup de contenu. Ce qui fait qu'on va créer du coup en fait finalement une surcharge en termes de mémoire court terme et de charge de travail, de mémoire de travail. Et donc en fait, on risque de saturer et que la personne aura du mal à prendre sa décision, à faire son choix, à savoir ce qu'elle va faire. Le fait ici de lui pousser des choses qui ne vont peut-être pas l'intéresser en plus que ça, mais au moins pour se dire, OK, tu veux commencer, regarde déjà ça, et après tu pourras voir le reste. Ça va vraiment aider finalement dans cette partie de guidance, dans cette compatibilité avec les processus cognitifs et dans la partie flexibilité, de se dire, on va aussi s'adapter finalement aux personnes qui ne connaissent pas ce domaine-là, qui ne sont jamais venues. Elles vont pouvoir construire leurs premières actions du coup avec la plateforme. Ça, c'est plutôt bien. Après, par contre, sur toute la liste, on a une liste qui est vraiment du coup très longue, qui là, par contre, elle n'est plus filtrée. Et en plus, on perd au scroll finalement ces catégories qui pourra rester en fait finalement en haut, fixées, là aussi pour amener de la guidance et de la compatibilité, tout au fur et à mesure en fait du travail qu'on va faire sur cette plateforme. Étant donné que c'est vraiment une plateforme de travail fonctionnelle, on doit du coup me guider dans ces aspects fonctionnels pour arriver à faire ma tâche. Et on a aussi un souci en termes de couleurs. Vous le voyez, on a énormément de couleurs.
on a du couleur, on a du bleu, on a du rose, on a différentes teintes, etc. Et en fait, notre cerveau, il va toujours être en marche pour se dire, en fait, quel pattern je peux retrouver. On a des patterns qu'on retrouve sur toutes les cartes. On trouve du coup des boutons, on trouve des codes avec 3 colonnes plus un picto. Donc, du coup, forcément, nous, on se dit, OK, il y a une couleur. La couleur, c'est un pattern. Comment est-ce que je vais l'exploiter? Et en fait, en discutant avec Alexandre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas finalement de pattern en fait, coloré de couleurs. Il n'y a pas, par exemple, une couleur bleue qui va correspondre à la partie climat ou etc. On va vraiment trouver différents types de couleurs dans les différentes rubriques. Et donc ça, c'est gênant parce qu'on va vraiment chercher en fait, à trouver un sens à cette couleur là où il n'y a pas de sens. Donc, éviter ça parce que sinon, on va créer un code, une signification qui n'a pas lieu d'être. Donc, vraiment, du coup, éviter de créer des patterns pour pas grand-chose. Après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment du coup un scan qui peut être rapide des cartes parce qu'elles ont toutes la même tête. On voit bien du coup vraiment les 3 parties de chaque carte. La partie action, elle ne prend pas trop de place. On a un découvrir qui est en mode vraiment secondaire. Et quand on est en over, on a du coup ce bouton qui passe vraiment en primaire, ce qui nous permet aussi de se décharger en termes de charge mentale. On n'a pas 12 000 actions qui pop sur mon œil et qui me désorientent. On a quelque chose qui est plutôt simple. Après, on a aussi quelques petites problématiques autour des textes. Là, on a du mal à voir les textes durée, coût ou impact parce qu'ils sont très proches de la couleur de fond. Et donc là aussi, en termes de lisibilité et d'affordance, finalement, on a un peu du mal sur ces principes-là. Donc là, peut-être retravailler un petit peu sur la couleur, qui te mette vraiment du coup un vrai blanc sur ces couleurs-là et de retravailler les couleurs de fond pour les rendre beaucoup plus neutres et sans leur donner un pattern spécifique. Mais sinon, après, voilà, la liste peut être longue. Donc, dans la liste comme ça, sur desktop, il n'y a pas de souci. Si on était sur mobile, on ferait plutôt d'autres choses pour éviter d'avoir des listes trop longues. Et on finit par « il vous manque quelque chose ». Donc, un pâté qui me permet de me dire « Ok, peut-être que là, je n'ai pas vu ce qui me plaisait ». En effet, c'est toujours agréable de voir que finalement, c'est l'interface ou le service, il va être flexible par rapport à moi, il veut s'adapter. Donc, on me demande du coup mon feedback par rapport au service. Et tout ça, c'est intéressant. Ça fait gagner des points sur la partie UX vraiment, qui sont vraiment intéressants. Après, si on veut dire d'autres choses également sur ces parties-là, on pourrait aussi dire que on voit bien que les cartes ici sont cliquables, ou du moins qu'on a un bouton du coup cliquable sur une carte. Par contre, les autres, on pourrait se dire que finalement, elles ne sont pas cliquables. Donc, on ne va pas chercher à aller dessus finalement, parce qu'elles n'ont pas de bouton d'action, parce qu'elles n'ont rien à part un terme bientôt disponible. Dans la réalité, quand on voit elles sont cliquables, donc là, on a un problème de code là aussi, dans le sens où un élément cliquable doit être montré cliquable, alors que là, ce n'est pas le cas. Et après, on a aussi le fait que quand on clique, finalement, on va plutôt s'attendre à avoir, enfin, si la personne voit que c'est cliquable, elle va s'attendre à avoir plutôt une sorte de une courte description de ce que ça va être derrière. Et finalement, ce n'est pas ça. Donc là, on a aussi un problème de compatibilité, on a un problème de flexibilité et un problème de guidance. Et qui finalement là ne correspond pas du tout à ce qu'on va s'imaginer, ce qu'on va vouloir faire derrière. Voilà. Si après on rentre dans une action, on va pas me dire là, on va être intéressé par le covoiturage. On va arriver sur une sorte de pré-fiche où on va m'expliquer rapidement du coup la chose. Les points positifs sont qu'on a une bonne hiérarchie globale, ou au moins du haut. On parlera du bas un petit peu après, mais au moins du haut, on a une plutôt bonne hiérarchie. Le titre est vraiment lisible, on le voit bien, on l'identifie bien. On retrouve des codes qui avaient été mis en place juste avant. On retrouve l'icône, on retrouve ces 3 colonnes-là qu'on avait vues jusqu'avant aussi. Donc, on se retrouve dessus, c'est familier. Par contre, sur la deuxième partie, c'est là où on a plus de problématiques, notamment en termes de guidance. Tout simplement parce que là, on n'a pas d'action qui est visible. C'est-à-dire que j'ai ouvert une carte, mais finalement, je n'ai pas, en termes de visible là tout de suite, et je n'ai pas de bouton d'action visible tout le temps, et je n'ai pas de bouton pour annuler ce que je viens de faire. Je n'ai pas de croix, je n'ai pas de bouton fermé. Donc ça, c'est 2 choses qui sont importantes. Si on scrolle, on voit qu'on a un bouton qui est en bas, mais qui peut être caché sur certains écrans. Donc là, en plus, on double le critère qui était compatibilité, donc de s'adapter vraiment à l'usage et à l'environnement. Mais également, on a aussi donc le critère vraiment de guidance qui n'est pas retenu parce que le bouton était fermé. On a aussi un problème d'adaptabilité dans la forme vraiment de cette partie-là, tout simplement parce que là, si vous voyez bien, si par exemple, je scrolle au milieu, on ne va pas forcément scroller, mais en fait, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est qu'ici, on a une zone qui est scrollable. Et en fait, finalement, cette zone-là, elle est très, très peu visible, ou du moins qu'elle est scrollable. Et en plus, elle prend une partie qui est petite. Donc, notre œil, en fait, la bypass un petit peu, dans le sens où ce n'est pas ce qui va être le plus important. Ce n'est pas ça. Ça, c'est des choses qui vont être là pour te dire qu'il y a des choses, mais on ne va pas forcément s'y attarder.
Et en fait, c'est des choses qui vont être importantes, comme c'est vraiment toutes les étapes à mettre en place dans le plan d'action pour promouvoir le covoiturage. Donc finalement, dans le guidage, c'est dans ce critère-là où on trouve en général ce qu'on appelle l'architecture de l'information. Et là, en fait, on a un vrai problème d'architecture, pas sur la partie haute, mais vraiment sur la partie centrale, de se dire comment est-ce que je construis ici pour aider la personne vraiment à comprendre ce qu'elle va faire après, comprendre ce qu'elle doit faire du coup maintenant et comprendre les tenants et aboutissants du plan d'action qui la concerne. Voilà, donc ça, c'est vraiment à cheval entre l'adaptabilité et la partie lisibilité de la partie guidance. Clément, Oui, du coup, je regardais un peu l'heure, je vois qu'il est bientôt ouais. 20 heures et donc l'objectif du webinaire, c'est qu'il dure 1 heure. Je voulais savoir si tu avais encore un point hyper important que tu voulais voir ou si tu voulais qu'on conclue. Je te laisse voir là-dessus, mais je voulais juste… Ouais, je voulais juste finir, si je peux du coup reprendre 5-10 minutes, enfin peut-être 10 minutes, si je peux dépasser de 5 minutes, Bah après, du ou coup, même le 5 truc, c'est minutes. que derrière, il faut que les gens ils aient le temps aussi de poser des questions, Ouais, etc. voilà, je finis juste sur 2-3 minutes, au moins sur la partie vraiment pour qu'on voit vraiment le cœur finalement de Good Steps, qui est vraiment du Parfait. coup vraiment le plan d'action une fois qu'on commence. Mais je vais aller rapidement vraiment sur les points principaux. Donc là, c'est vraiment, une fois que j'ai commencé finalement à mettre en place les actions, je me retrouve sur cette page-là qui va m'expliquer tout le fonctionnement du plan d'action et comment je le mets en place. Là, on a plusieurs problématiques. On a déjà un petit problème autour du guidage du coup en haut. Donc ça, autant on comprend bien qu'on va être sur de la navigation du coup là-haut. Par contre, elle change de place quand je commence à naviguer dans la page. Ça, c'est problématique. Et en plus que les codes utilisés dedans ne sont pas du coup forcément ce qui va bien parler. Là, on a du coup l'item plan. On n'avait jamais entendu parler de plan avant, vu qu'on a créé une action. Là, on parle de plan. On a un problème de code. Pareil pour tableau. On ne sait pas du tout ce qui nous attend derrière. Donc, on a un problème de code et un problème d'action explicite. Et pareil pour les autres, et notamment pour communauté, où on le retrouve par rapport à la navigation gauche. Donc là, on a un problème en fait entre la navigation globale et une navigation intra-plan en fait. Après, on va trouver aussi d'autres choses. Donc, autant on va trouver des bonnes choses, mais en fait, qu'on va retrouver des éléments qu'on avait déjà vus avant. Donc, ça simplifie en fait finalement toute la partie de flexibilité et de conformité à ce qu'on avait déjà présenté à la personne. Par contre, dans tout le déroulé en fait finalement du plan d'action, là, on va avoir une charge de travail qui va être énormissime, qui est induite par beaucoup de choses, qui est induite par beaucoup de textes, par aucun découpage, dans le sens où là, on a juste une très grande page qui finalement rassemble, là vous le voyez, toutes les 9 étapes pour mener à bien le plan d'action, comme des chapitres, en fait, comme si c'était un e-book, mais on a quand même du coup les 9 pages du coup à la suite, ce qui fait qu'on a une charge de travail qui est énorme, que c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on s'arrête vraiment. Et en plus, ils sont mêlés finalement là de l'explication avec des fiches actions qui ne sont pas forcément reconnaissables. Et donc là, si en fait on coche du coup justement, on ne coche pas finalement des critères de Bastien Scapin en termes d'action explicite, en termes de lisibilité, en termes de compatibilité, en termes de flexibilité. Enfin, là, pour le coup, cette page-là est, selon moi, du coup, ce qui pose le plus de problèmes, ce qui est le plus compliqué à se repérer et à savoir qu'est-ce qu'on attend de l'utilisateur. Et donc, il y a un gros manque de guidage. Donc, je pense que ce serait là-dessus. Si on avait encore 1 heure ou 2 heures devant nous, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faudra vraiment centrer toute la partie finalement d'un audit beaucoup plus poussé. Parce que là, on est vraiment sur une zone qui est la plus critique, comme c'est vraiment le cœur finalement du service GoodSep et qui est aussi la plus complexe en fait à intégrer et à lire, en tout cas celle qui pose le plus de problèmes en termes d'ergonomie, en termes d'UX selon moi. Voilà, France, je peux couper là du coup si tu souhaites ou je peux continuer s'il y a le temps, mais en tout cas… Peut-être qu'il y en a qui seront intéressés de discuter aussi par rapport à ce que tu as dit, qui auront peut-être des réponses, des questions là-dessus. Mais avant de passer Parfait. à la partie questions-réponses, j'aurais voulu, en fait, pendant les webinaires, comme on invite toujours un vrai, on fait toujours sur une vraie personne, un vrai produit. Alex, François, de Good Steps, vous qui êtes présents ce soir. Alors, qu'est-ce que vous avez appris un peu de ce que Clément a expliqué? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire pour la suite? Je trouve ça toujours hyper intéressant de voir, c'est la personne qui est concernée très intimement par ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'elle en tire en fait? Qu'est-ce que tu en tires, Alex? Très concrètement, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'on a du boulot, hein. On ne va pas se mentir. Mais déjà, merci beaucoup Clément pour cette analyse très pertinente. Il y a effectivement beaucoup de choses qu'on a
beaucoup de défauts qu'on connaît de notre application, en particulier toute la partie onboarding. Il y a beaucoup de petits systèmes qui sont très perfectibles, de détails, notamment sur les couleurs, sur l'accessibilité des boutons, sur l'organisation du système d'information. Donc ça, c'est un peu des quick fix, mais malheureusement, dans une startup, comme vous le savez sans doute, on est toujours dans une course perpétuelle contre le temps, donc on a toujours tendance à vouloir prioriser des gros blocs importants et laisser des détails derrière nous. Mais en tout cas, merci d'avoir mis le point sur tous ces petits points de détail. Effectivement, je pense que sur la partie bibliothèque, en tout cas, je pense qu'on peut très facilement gagner en lisibilité en appliquant quelques-unes des bonnes recettes de Clément. Et je pense que par contre, effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps à passer sur la partie plan d'action, qui est un peu le cœur de notre outil, qui est un peu un double paradigme avec effectivement de l'information, de l'éducation, de la compréhension des enjeux d'un côté et du passage à l'action. Avec des outils comme un tableau un peu à la Trello, des sondages, etc., où il y a beaucoup de différents écrans et de nouveaux apprentissages à faire pour comprendre la façon dont ils fonctionnent. Donc, je pense qu'on a notre chantier principal, c'est un peu d'uniformiser un peu les apprentissages pour que l'utilisateur qui se retrouve dans un écran retrouve un peu les mêmes codes et spontanément n'ait pas à réapprendre tout à chaque fois et sache plus spontanément vers où se diriger. Mais je pense qu'on a déjà beaucoup progressé entre nos deux premières versions et avec les bons conseils de Clément, je pense qu'on va aller encore plus vite. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire de cet premier apprentissage. Et juste si je peux juste préciser une petite chose avant qu'on passe à la suite, France. Ouais, c'est juste que là, en effet, on est passé vraiment très vite et du coup, il y a plein de choses qui n'ont pas été forcément du coup abordées en effet sur le produit ou même sur la partie de bassin scapin qui aurait pu être plus approfondie dans la navigation ou autre. Ce que je peux proposer, c'est que s'il y a des gens qui sont intéressés dans l'audience, nous, en fait, de notre côté, du coup, à la Grande Ourse, comme on n'aime pas en fait un petit peu faire les choses à moitié, en fait, on pourra vous partager en fait vraiment le document complet de l'étude heuristique finalement qui va être faite sur Good Steps, avec vraiment toutes les pages, etc. Pour ensuite pouvoir l'envoyer aux personnes qui le souhaitent. C'est pour ça que je propose, donc soit vous pouvez venir me voir sur LinkedIn, soit vous m'envoyez en fait un email. Donc France pourra vous donner du coup mon email en direct, mais après le plus simple, ça reste quand même du coup, de venir sur LinkedIn me voir. Et comme ça, je pourrais vous faire parvenir du coup vraiment la restitution de l'audit complet. Et je pourrais aussi te fournir ça du coup, Alexandre, pour que vous ayez vraiment tout l'audit en entier. C'est une Excellente super nouvelle. Et je suis sûre qu'il y a plein de qui sont… En tout cas, il y a déjà quelques personnes dans l'audience qui montrent qu'ils sont intéressés. Donc, je pense que c'est vraiment une top initiative. Et merci Clément, parce que je pense que, effectivement, comme ça prend du temps de faire une évaluation heuristique vraiment bien, c'est dommage. Enfin, là, on l'a fait parce que c'est pour les besoins du webinaire, mais pouvoir avoir accès au rendu final, aux conclusions finales, c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, ça me fait une transition sur les questions parce que justement, il y a eu quelques questions sur à quoi ressemble en fait un rendu final d'une évaluation heuristique, quelle sorte de, on va dire, livrable, même si c'est pas exactement ça la question. Mais alors là, je ne peux pas vous montrer en direct parce qu'on n'a pas encore fait du coup pour Steps, mais que après les autres sont par rapport à nos autres clients. Mais en règle générale, il y a des choses quand même à bien faire attention du coup sur un template finalement de restitution d'audit ou d'analyse heuristique. C'est tout d'abord de bien en fait dire dans le document déjà sur quoi vous appuyez, de ne pas dire que c'est juste en fait Clément qui parle, mais qu'en fait c'est Clément qui parle par rapport à des critères qui ont été du coup validés par une communauté scientifique, qui ont été testés du coup longuement. Ces critères, c'est donc ceux de bassin scapin, etc. D'un petit peu les expliquer. Ça permet en fait déjà de se baquer, de se dire en fait que c'est pas juste son avis à nous, c'est vraiment quelque chose qui est objectif. Et de deux aussi de pouvoir évangéliser un petit peu ça et puis que les gens du coup commencent vraiment à avoir ça un petit peu en tête, revoient un petit peu qu'il y a des choses qui existent déjà sur cette partie-là et que même que la partie client en fait le sache aussi que c'est bien d'avoir ces choses-là du coup en tête. Donc ça c'est une première chose qui est vraiment de se baser là-dessus. Et après nous comment on fait à la Grande Ourse, tout le reste de notre plan est vraiment en fait on va diviser par parcours ou par grande partie d'interface. Enfin grande partie de service, pardon, et qu'on va ensuite découper en petites interfaces pour dire voilà, là on va vraiment se focaliser sur d'abord l'écran global, comme on a pu faire au début avec vraiment
donc tout ce tableau de bord ici. Et ensuite, on va venir, une fois qu'on a fait la manière macro, venir détailler vraiment la partie activité, la partie tableau de bord central et la partie navigation latérale à gauche. Et ça, en fait, il faut que ça se ressente aussi sur les différentes slides. Et ensuite, sur chaque slide, finalement, par exemple, sur la slide qui va correspondre à navigation latérale, on va retrouver toujours, en fait, en tout cas, nous, ce qu'on fait et ce qui marche très bien, c'est de pouvoir en fait donner des niveaux de criticité. Plutôt que de dire, en fait, voilà, sur la partie guidance, on a ça, plutôt que sur la partie visibilité, on a ça, de venir du coup détailler critère par critère, qui finalement peut être vite rébarbatif. Et puis, il y a quand même des fois où on n'a rien à dire sur un critère ou sur un autre, ou des fois, on a même des critères qui vont se chevaucher ou alors avoir de l'ambivalence entre différents critères. Nous, en général, ce qu'on travaille, c'est plutôt sur la partie, voilà, on a du coup des points qui sont positifs et très positifs. Donc là, en général, on les détaille en donnant à chaque fois le nom du critère qui va avec. Et après, on va en fait aborder les choses qui sont légères en termes de criticité, des choses qui sont plus critiques et des choses vraiment qui sont bloquantes, qui posent vraiment un vrai problème en termes d'utilisation. Et on va vraiment dire, bah voilà, on aura du jaune, de l'orange et du rouge. Et à chaque fois, on aura tel problème qui va être lié à tel critère, etc., pour ensuite voilà, rappeler ça. Et on finit toujours par des recommandations générales pour dire, voilà, si demain, on devait retravailler l'interface, qu'est-ce qu'on retravaillerait? On retravaillerait, par exemple, l'architecture, on retravaillerait du coup la partie code et signifiance des codes et dénominations. On va travailler ça du coup en général et donner des tips pour qu'au moins on ne sorte pas juste en ayant fait une critique, même si elle est constructive du travail, mais aussi avec des pistes de réflexion et des pistes de solutions pour aussi en fait aider à améliorer les services. Super, je pense que ça répond à pas mal de questions, notamment à celle de Julien, Daniel qui disait justement, qui demandait si tu couplais l'analyse heuristique avec un système de scoring pour justement aider les décisionnaires à prendre des décisions. Julien, si tu trouves que cette réponse ne te convient pas ou répond pas tout à fait à ta question, n'hésite pas à te manifester. Et en attendant, il y a Evan qui a levé la main, qui a l'air d'avoir une question, donc je te laisse la poser. Yes, merci déjà pour la présentation, Clément. Juste question rapide, là tu as un peu balayé ce que tu voyais en live et nous signaler des éléments, les associations à certains critères. Est-ce que tu as une méthodologie pour, quand tu passes sur des pages aussi denses, t'assurer que tu n'oublies pas certains critères, d'assurer que tu n'oublies pas de passer en revue certains éléments de l'interface? Ouais. J'imagine que c'est un problème qu'on a nous aussi, dès que tu passes sur une page assez balèze, de forcément n'oublier aucun point et d'anticiper aussi en corrigeant tel point, quel autre critère ça pourrait faire remonter éventuellement sur un autre problème en arrière-plan. Je ne sais pas s'il y a une méthodologie très personnelle ou s'il y a des frameworks, des outils, des méthodologies plus connues, des gens qui appliquent sur ces critères leurs méthodologies qui sont assez connues et qui permettent de résoudre ce genre de problème. Alors en fait, chacun a un petit peu ses méthodes. Nous, je sais qu'on en a mis en place qui fonctionnent vraiment bien du coup au sein de l'agence et que j'essaie vraiment de porter. Parce qu'en effet, des gens qui ont l'habitude du coup d'en faire tous les jours, etc., finalement, on n'a plus besoin de méthodologie. On bascule du coup sur l'écran, on a en tête les différents critères et ça vient tout seul. Quand on va commencer, c'est bien du coup d'avoir en fait derrière un fichier Excel ou alors un Google Sheet où on va pouvoir en fait se classifier les différents critères, se mettre des exemples aussi pour pouvoir en fait bien être sûr de comprendre les différents critères, de pouvoir les interpréter correctement et en fait en effet de venir détailler son interface. Donc un petit peu comme je l'ai fait, de se dire là j'ai vraiment passé que sur la navigation. Navigation, je vais commencer par la guidance. Qu'est-ce qui va pouvoir sortir en termes de guidance? Est-ce que je pense bien à tout? Est-ce que je pense du coup over? Est-ce que je pense à l'état de sélection? Est-ce que je pense à la lisibilité? Et en fait, de les passer les uns après les autres, de se poser du coup des questions, de voir par rapport aux exemples qu'on aurait pu trouver sur différents sites. On a du coup, nous, de notre côté, des articles de blog qui parlent du coup de ces choses-là avec des exemples. Il y a aussi d'autres sites comme celui de Capian qui est excellent du coup là-dessus, qui pousse aussi pas mal d'exemples. Et finalement, c'est avec tout ça qu'au bout de 4, 5, 6 analyses, ça devient beaucoup plus automatique. Mais en effet, au début, c'est bien de se mettre une vraie rigueur, de se mettre avec un tableur Excel ou même de s'imprimer sinon à côté ou d'avoir sur son téléphone à côté l'interface, les différents critères et de les passer un par un du coup en revue et de noter à chaque fois tout ce qui ressort sur ce fichier ou alors sur un carnet ou peu importe. Mais comme ça, de pouvoir les faire d'abord pour soi de critère par critère et après de pouvoir revenir mettre ça sur un PowerPoint ou sur autre chose pour présenter. Là, plutôt bloc par bloc ou écran par écran. Très clair. Okay. J'avoue que j'espère un peu une espèce de méthode magique qui garantit de rien oublier et révèle tout. Mais bon, de toute façon, je me doutais bien que la question était surtout avant tout de alors après, rigueur et de s'organiser, quoi.
pour tout te dire et pour spoiler du coup peut-être un petit peu, mais là, on est en train de travailler justement à l'agence pour un petit peu automatiser ça, on va dire, et enfin, automatiser en tout cas la méthode, pas automatiser du coup la partie audit, mais automatiser la méthode en donnant du coup des vrais outils. Donc ça, affaire à suivre d'ici quelques mois. Il y a notamment mon associé Julie qui travaille dessus avec d'autres designers. Donc voilà, petit teasing, mais à venir. Hyper intéressant. Top. Parce qu'en Et effet, c'est quand même du une coup, problématique qu'on rencontre souvent. ouais, faudra qu'on garde ça à l'œil et qu'on soit à l'affût des nouvelles. Euh, on a une question assez intéressante dans le chat aussi, qui est, alors il y a des gens qui demandent à être bêta-testeur, tu vois, tu commences déjà à avoir des bêta-testeurs. On a des questions, notamment une question sur la plus-value de la méthode d'analyse heuristique versus celle des tests utilisateurs. En gros, je pense que la question sous-jacente, c'est à quel moment tu fais l'un ou tu fais l'autre, ou est-ce qu'il faut les coupler parce que est-ce que certaines problématiques que tu découvres en analyse, tu ne l'oserais pas aussi découvertes en test utilisateur et vice-versa. Voilà, donc quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu as des recos? En fait, c'est vraiment deux méthodes d'analyse enfin, d'analyse et d'évaluation même, qui sont vraiment complémentaires. Dans le sens où on n'aura vraiment pas du coup les mêmes retours. Il y en a une qui est pour enfin, toute la partie en fait, vraiment d'analyse enfin, experte. Enfin, en fait, c'est que ça a plein de noms. Hein. Du coup, cette analyse heuristique, on va trouver audit expert, analyse experte, audit ergonomique, etc. Il y a pas mal de noms, mais en tout cas, ça, c'est vraiment le fait pour éviter toutes les erreurs avant de devoir en fait lancer des tests utilisateurs. C'est avant la conception, notamment lorsqu'on va retravailler sur une refonte d'un outil ou dans l'amélioration d'un outil pour une V2 ou une V3, ce genre de choses. Finalement, l'audit permet de sans mettre trop de temps et donc sans consacrer un budget non plus trop énorme en fait derrière au client, de se dire en fait de pouvoir apporter déjà des pistes de solutions, de remarquer les grandes problématiques et d'être à l'aise en fait avec l'outil. Concrètement, si on devait lancer directement des tests utilisateurs sur un outil qui existe déjà, alors certes, on aura des choses qui vont être hyper intéressantes, mais ce sera beaucoup de temps qui vont être passés pour finalement avoir des choses qu'on pourrait voir en 5-6 heures du coup tout seul devant son ordinateur ou avec une autre personne derrière qui ferait un second audit par-dessus. Donc c'est vraiment pour ça. Là où vraiment le test utilisateur est vraiment pour faire ressortir du coup des choses dans l'usage et donc finalement vraiment dans la vie réelle. Qu'avec un audit, on va pas être dans l'usage, on va être dans la théorie. C'est un peu la limite même de l'audit, hein, c'est qu'on reste dans la théorie et que des fois il y a des choses qu'on va ressortir nous en audit qui vont pas du tout se sentir sur la partie usage. Parce que imaginons que tout le monde fassent la même erreur, par exemple, pas la même erreur, ou du moins prennent la même chose. On va dire, par exemple, là, les trois petits points dans la navigation étaient pris du coup par tout le monde. Ça a beau être en fait quelque chose qui est contre en termes d'ergonomie et de Bastien Scapin ou Nielsen ou peu importe quels heuristiques vont prendre. Et pour autant, ça va être un point qui ne posera pas de problème en test utilisateur parce que ce sera rentré dans l'usage du coup, on va dire, de la cible, quoi. Donc, c'est vraiment, les tests utilisateurs sont plutôt du coup à faire une fois qu'on a fait la conception, une fois que nous-mêmes, on est déjà sûr de ce qu'on a fait et qu'on va, enfin, du moins presque sûr, et qu'on va pouvoir en effet soumettre ça à des gens qui vont mettre un avis qui va être critique et qui va être vraiment différent d'un avis expert sur la partie UX. Il y avait des choses des fois qu'on pense être très bien en UX parce qu'elles vont correspondre à du Bastien Scapin, ou du Nielsen ou du patch, etc. et qui pour autant ne vont pas être comprises côté utilisateur. Donc, les deux sont vraiment complémentaires. Il n'y en a pas une à faire plus ou moins que l'autre. Il y a des temps, du coup, un petit peu d'usage différents. Mais nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment si on reprend une refonte ou si on prend un nouveau produit, on va plutôt travailler sur un audit. Et quand on a ensuite conçu un nouveau ou qu'on a refait du coup une refonte d'un produit existant, on va proposer en tout cas des tests utilisateurs pour valider nos hypothèses. Voilà. Je te remercie pour cette réponse et je veux juste ajouter quelque chose, c'est que en recherche utilisateur, les gens ils ont une tendance à avoir recherché, tu sais, un peu la méthode magique qui va donner toutes les réponses. Et la réponse toujours à ça, c'est en fait la seule façon d'être exhaustif, c'est de multiplier les méthodes. Parce qu'il n'y a pas de méthode parfaite, elles ont toutes leurs biais, elles ont toutes leurs problèmes. Et donc, on ne va pas chercher les mêmes choses, on ne va pas chercher avec les mêmes personnes non plus. Donc, c'est important de garder ça en tête et de ne pas se dire je vais faire juste des tests utilisateurs parce que c'est ça qui va me donner la réponse, ou si je vais faire juste une analyse heuristique parce que c'est ça qui va me donner la réponse, et de bien de prendre en compte les limites de chaque méthodologie pour essayer d'avoir une big picture à la fin. Et que c'est impossible en passant par une méthode unique en fait. Tout à fait, en effet. C'était bien de préciser.
Et du coup, une dernière question que je trouve hyper intéressante aussi, est-ce qu'il est possible de faire un audit sur un produit sur lequel on travaille ou est-ce qu'on n'est pas trop biaisé pour la faire? Alors, on sera forcément biaisé, du coup, sachant surtout si c'est nous qui avons travaillé du coup l'interface. Mais après, je pense que c'est aussi en fait une des qualités, ou du moins comment dire, un des skills que doit avoir, du coup, du moins que doit travailler du coup un designer, c'est justement le fait de se détacher de son travail. Et en fait, l'audit, c'est un très bon moyen pour ça parce que ça s'oblige en fait à se critiquer soi-même et à prendre de la hauteur par rapport à son travail. Et même si en effet, il y a des designers qui vont toujours avoir en tête, on va dire, certains critères ou des lois en UX pour la partie conception, c'est quand même très bien du coup de se reposer un moment, de laisser 2-3 jours en fait décanter de côté ce qu'on a pu faire, 2-3 jours après de venir repasser peut-être 1 heure ou 2 heures sur son travail par rapport à ces critères-là et de faire une sorte de mini-analyse finalement de son travail. Ça fait toujours ressortir des choses, on se rend compte toujours de certaines choses. Des fois, on peut aussi se dire, ah bah, mais là, ça marche pas. Mais en même temps, c'était un souhait que ça marche pas parce que j'ai tel et tel objectif du coup pour la marque. Si c'est un parcours de vente, ben, j'ai envie de faire vendre. Donc, je vais peut-être enlever un petit peu de navigation pour justement bloquer un petit peu la personne. Donc, en effet, je vais être négative sur la partie de guidance, on va dire, guidance en continu, etc. Mais derrière, c'est pour une cause qui va servir mon objectif. Donc, en fait, c'est vraiment important de toujours un peu se confronter à ces heuristiques-là pour les connaître, pour les engranger, pour continuer, pour se familiariser avec, parce que c'est vraiment un excellent outil du coup pour tout designer, aussi bien pour un designer junior que pour un designer plus expérimenté ou quelqu'un qui souhaite passer de la partie UI à la partie UX. C'est vraiment une très bonne école, cette partie-là, parce que ça fait travailler. Et en effet, la partie ergonomie et la partie sciences cognitives, les processus cognitifs, ça fait revoir les lois aussi de proximité, toutes les différentes lois du coup de FITS et compagnie qu'on connaît tous de nom, mais que des fois, on a un peu du mal à mettre le doigt dessus. Donc, voilà, c'est pas toujours simple de le faire, mais en tout cas, il faut vraiment se forcer, prendre de la hauteur par rapport à son travail, ne pas avoir d'ego du coup par rapport à ça, et quitte à laisser encore une fois 2-3 jours décanter à côté pour y revenir et prendre de la hauteur et vraiment se forcer à être vraiment prendre de la distance par rapport à son travail. Et du coup, moi, je vais enchaîner sur une question à moi. Là, les conseils que tu donnes, je trouve, sont hyper intéressants pour des personnes qui font de l'UX ou qui font du produit au quotidien, de les forcer à prendre la hauteur, etc. Est-ce que tu as un conseil plutôt pour un profil entrepreneur qui sont un peu touche à tout, qui vont pas forcément pouvoir non plus venir apprendre par cœur les heuristiques et se mettre à fond dans les sciences cognitives. Mhm. Qu'est-ce que toi tu leur conseilles? Peut-être est-ce que tu as peut-être des heuristiques plus simples, une sélection d'heuristiques que tu te dis ceux-là au moins gardez-les en tête, ou est-ce que tu leur conseilles de systématiquement demander l'avis de quelqu'un, de faire passer un audit? Non, non, bah, après, il y a des choses qu'on peut voir tout seul. Alors, évidemment, du coup, quand on est du coup hors domaine, il y a forcément des choses qu'on peut en tout cas passer à côté ou pas comprendre, et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est totalement normal. Après, il y a des choses quand même qu'on peut, je pense, du coup, totalement du coup ingérer, en sachant en plus que finalement, cette partie heuristique, ce sont des critères qu'il faut regarder un petit peu comprendre, mais ça ne prend pas très longtemps du coup à vraiment être autonome dessus. Et donc après, le but, c'est de se dire, OK, ben, peut-être que pour mon produit, parce qu'en effet, je suis sur du coup un SaaS qui vraiment qui vibre en effet, qui cible telle cible, qui va être utilisé tous les jours ou être utilisé du coup beaucoup moins fréquemment. Je peux peut-être me dire déjà que je peux peut-être déjà récupérer au moins 2 ou 3 critères ou catégories de critères qui vont être les plus intéressants. Peut-être que la guidance, finalement, c'est pas ce qui est le plus intéressant parce que ma navigation, il y a très peu de choses dedans, mon produit est très simple, etc. Par contre, toute la partie de compatibilité va être beaucoup plus intéressante à travailler parce que je vais être sur une cible qui aura besoin de se sentir vraiment à l'aise avec l'outil. Pareil pour la partie adaptabilité, parce que j'aurai peut-être des rôles de gens, des gens qui vont être très experts et des gens qui vont être très novices sur le domaine. Donc, il faut vraiment que le produit soit adaptable. Et en fait, c'est en se posant du coup des questions comme ça, soit même avec des designers qui peuvent aider du coup là-dessus ou de le faire du coup seul, mais en se posant des questions, on va pouvoir sélectionner du coup 2, 3, 4 critères à toujours avoir en tête, à s'imprimer du coup des reminders sur ces parties-là, ou même en fait même des choses qui peuvent être même plus simples, mais c'est même de se renseigner un petit peu sur les lois du coup de l'UX, les lois qui sont même il y a des lois mathématiques, il y a des lois psychologiques. Enfin en fait il y a beaucoup de lois qui viennent de mondes un petit peu différents dans l'UX.
Et en fait, ces lois-là, elles sont faciles finalement à comprendre. Il y a beaucoup d'exemples dans le quotidien aussi qui sont faciles à interpréter. Et d'ailleurs, en fait, ces lois-là, comme c'est celles qui ont permis finalement de fonder les différentes heuristiques, on peut aussi se baser là-dessus. Hein. Les lois, encore une fois, de proximité, les lois du coup de fit, c'est des choses qui sont très faciles du coup à comprendre, très faciles à apprendre et très faciles ensuite à mettre en place sur son interface. Donc voilà. Même si après, en effet, pour faire des gros audits où là, on va vraiment aller creuser sur la solution et voir tout dans le aboutissant, après, il n'y a rien de mieux en tout cas que de passer par quelqu'un qui puisse le faire, en tout cas voilà. Surtout que ce n'est pas quelque chose qui est très très long à réaliser. Entre une journée, 2 jours, 3 jours, vraiment pour des choses qui sont vraiment très très faites. Mais en règle générale, ça va pas prendre 2 semaines du coup à faire, quoi. Alors que faire des tests utilisateurs, ça prend beaucoup plus de temps, par exemple. C'est sûr. C'est tout à fait, c'est sûr. Et ben moi, je pense qu'on est un peu arrivé au bout des questions et je pense que les gens aussi commencent à arriver au bout du temps qu'ils avaient alloué pour le webinaire. Donc, je propose qu'on arrête là. Donc, un grand merci encore à tous d'être venus. Un grand merci à toi, Clément, pour cette présentation. Tu es vraiment allé dans le détail, c'était hyper intéressant. Et merci à Alexandre et François d'avoir proposé Goodstep, votre bébé, pour faire cobaye de ce webinaire. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça aurait été intéressant pour tout le monde. On vous tient au courant pour le prochain webinaire. On ne sait pas encore sur quelle méthode on fera, mais si vous avez des idées, des envies ou des questions que vous posez sur certaines méthodes en particulier, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à me les envoyer sur LinkedIn. Et en tout cas, si vous êtes curieux par rapport à Tandems ou à la Grande Ourse ou à Goodsteps, vous avez les sites web ici sous vos yeux. Donc, si vous êtes intéressé pour trouver les bons plans d'action pour réussir à mettre en place des actions dans votre entreprise et prendre des bonnes actions, j'arrive pas à parler, voilà, c'est vraiment le signe que c'est la fin du webinaire. D'ailleurs, Alex de Goodsteps indique qu'il recrute des postes, des personnes en UX et en produit, donc n'hésitez pas aussi à le contacter pour ça. Si vous avez des questions... Et la Grande Ourse également. Et la Grande Ourse également. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Clément sur LinkedIn. Et si vous avez besoin d'aide sur de l'organisation de recherche utilisateur, n'hésitez pas à venir nous voir chez Tandem, puisque ça, c'est notre spécialité à nous. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et un grand merci d'avoir été là. Et à une prochaine fois. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup tout le monde. Et n'hésitez pas à m'écrire directement. Effectivement, on recrute également sur des jobs qui pourraient vous intéresser. Donc, j'ai laissé mon email dans le chat. Merci. Et merci encore Clément pour tous ces conseils hyper pertinents. Pas de quoi, c'était avec plaisir. Un sujet qui m'anime au quotidien, donc c'était vraiment cool. Oui, on sent la passion dans ton explication. Il y aurait eu encore plein de questions à poser, je pense. Enfin, moi, j'en avais plein en tête, mais je vais devoir te les poser en privé parce que... Pas de souci. On se fera un podcast. On a passé un peu toute la nuit.